Bonjour Michel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi une nouvelle interview pour le podcast Divergent, enfin interview, échange. En tout cas, c'est vraiment l'intention de pouvoir te laisser un espace pour te raconter. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, Michel, est-ce que tu peux justement me dire comment est-ce que tu te présentes? Oh bon Dieu. D'abord, je suis un Québécois, hein, ça se notera peut-être à mon accent, hein. Bon, Pas du tout. et donc j'ai fait carrière comme industriel dans le domaine des technologies de l'information, des télécommunications. Heu, en plus, je me suis livré tout au long de ma carrière à des expériences d'enseignement, OK? Mhm. Donc j'ai enseigné dans différentes universités, différents topics, heu, que ce soit d'un point de vue technique en télécommunication ou par rapport à mon expertise d'HEC Montréal en marketing essentiellement, puis même plus précisément en vente. Donc, essentiellement, une carrière bien remplie. Aujourd'hui, je suis plus un pré-retraité ou un retraité actif, hein, donc qui essaye de voyager encore plus, bien que j'ai eu l'occasion de prendre des années sabbatiques dans ma vie pour découvrir le monde et ça m'a bien servi. Mhm. Ça me fait penser tout de suite à une époque où justement on disait aux jeunes gens ouvrir de faire du tourisme. C'était justement les Anglais, les jeunes Anglais, on les envoyait faire le tour du monde pour justement voir de nouveaux horizons. Donc c'est ça, ce genre de choses-là qui t'ont enrichi du coup pendant On dit que tes les voyages voyages. forment la jeunesse, hein? Les Oui, voyages c'est forment la ça. jeunesse, hein? Oui, Bon, c'est ça. euh, j'ai eu l'occasion, par exemple, en sortant de l'université, avant même d'entrer dans une boîte, euh, de voyager à travers l'Amérique. Mhm. Donc, depuis le Québec jusqu'en Terre de Feu, Mhm. mais en stop. Waouh. Donc, Ça ça m'a pris un an. C'est ça que j'allais dire, ça fait une trotte. Oui, ça fait une bonne trotte. Ça fait une bonne trotte. Ça m'a pris un an. Et donc, je le comparais à une maîtrise en sciences humaines, Ouais. puisque voyageant seul, j'interviewais les gens tout fait pratique qui me prenaient en stop. Hein, tu sais. Les rôles étaient inversés. C'est Hein. ça. Et donc, je leur posais des questions autant d'anthropologie, d'histoire, d'économie, de politique. Euh, donc, c'était une maîtrise en sciences humaines euh, qui était pluridisciplinaire, hein, parce qu'à travers Transversal? l'Amérique, Ouais, c'est ça. transversale, tu sais. Et bon, ben écoute, subséquemment, ça ne peut t'ouvrir que sur le monde, hein, hein, Mmh. c'est ça. Ouais, évidemment, évidemment. Et du coup, j'aime bien poser, tu vois, cette question, pendant mes interviews pour laisser un peu parler ce cerveau droit qui est un peu, on va dire, plus créatif, on aime à dire, que Mhm. même si je pense que les 2 le sont, mais bon bref, c'est un autre Mhm. sujet. Si tu n'étais pas Michel et que tu étais un animal ou un végétal ou Mhm. peut-être un symbole ou une couleur, tu serais quoi et pourquoi? Ah, je serais une couleur. Mmh. Ma couleur serait mauve, OK, puisqu'elle est la lueur de la sagesse. OK. Et d'ailleurs, tu me parlais de la spirale dynamique, hein, dont j'ai revu le tableau avec Stéphane, et je lui disais que son choix de couleur devrait suivre les couleurs des chakras Mmh mh. et non pas être tout simplement graphique, hein, puisqu'il y a une autre correspondance sur ces niveaux-là. Mmh. Donc, si tu veux, en plus des voyages m'ont amené non seulement de connaissances, je te dirais, historiques ou factuelles, mais également de connaissances spirituelles. Mmh mh. Mmh. Euh, parce que ce qui m'a frappé, par exemple, c'est le fait que bon, j'avais déjà voyagé en Europe euh, plusieurs mois, en Europe de l'Ouest, j'entends, à l'époque. Hein. Oui. Le mur n'était pas encore tombé. Bien que j'étais allé à Berlin-Est, mais quand même, c'est exceptionnel. Euh, mais autrement, ce que j'avais ressenti à travers toute l'Amérique latine, c'était le tiers-monde. Hein. Un peu de la même façon que faisant une escapade à Algeciras vers le Maroc, vers Tanger, j'avais pu voir un peu un autre portrait de la réalité. Hein. Mmh mh. Le Maroc, ce n'est pas l'Europe, tu C'est sais, ça. manifestement.
Donc, j'avais vécu en Amérique latine, dans des pays du tiers-monde. Donc, j'avais côtoyé des sociétés qui sont, jusqu'à un certain point, différentes. Mais c'est en Asie que là, le choc culturel Mhm. est important, euh, non pas tant à cause d'un sous-développement, mais du fait qu'on quitte la civilisation judéo-chrétienne Mhm. pour entrer dans un autre monde complètement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, la spiritualité, non pas la religion, la spiritualité euh, fonde les sociétés et les civilisations. Mhm. Et c'est probablement les plus grandes différences. Hein. Euh, en Occident, on dit que le temps, c'est de l'argent. Alors qu'en Inde, par exemple, où à peu près la totalité de la population croit dans la réincarnation, le concept de le temps, c'est de l'argent, ça n'a mais strictement aucun sens. C'est Okay? ça. Mhm. Donc, ça permet de mettre les choses en perspective. Mhm. Ça, C'est de ça. pouvoir prendre du recul par rapport finalement Tout à à ta fait. culture d'origine, j'ai presque envie de dire, oui. Mhm. Ouais. Et les convictions que tu as acquis un peu Mhm. malgré toi, les croyances engrammées, enfant, Mhm. fondamentalement, et qui vont toutes poser la question de ton rapport à la réalité. Ouais. Hein? Mhm. Tu m'as parlé de conscience tout à l'heure. Mhm. Hein? Bon. Ah, et je me passionne, entre autres, pour les neurosciences. Mhm. Hein? Ah, et autant que pour la physique quantique. Et donc, je fais comme le lien entre les deux, entre les neurosciences et la physique quantique, euh, et puis la spiritualité, d'autre part. Donc, ce sont je dirais, les sujets qui me passionnent véritablement. Et donc, Mhm. par rapport à la conscience, je m'amuse à poser comme question, est-ce que vous croyez est-ce que le cerveau produit la conscience comme le foie secrète la bile? Mhm. Hein? Et là, on s'aperçoit que notre compréhension de la conscience est véritablement bousculée par les temps qui courent, notamment à la faveur de ce qu'on appelle le nouveau paradigme post-matérialiste. Ok, tu peux Donc, m'en dire plus? qui voit la conscience comme, comme un phénomène non matériel et non pas comme le fruit d'une mécanique cérébrale. Ok. Ce serait pas Et de quelque chose là, finalement de cérébral, du mental, c'est ça que tu veux dire, qui serait exactement, en dehors exactement. de? Tout à Mhm. fait, tout à Mhm. fait. En dehors, mais non moins présent. Mhm. Hein? Bon. Mhm. Euh, et de là, si la conscience est un phénomène énergétique, porteur d'informations et conscient de lui-même, c'est une des caractéristiques de la conscience, hein, d'être conscient d'elle-même, hein, Mhm. Ouais. euh, on s'aperçoit que euh, tout notre monde doit être revu à la faveur de ce nouveau paradigme. C'est ça. Et Et de là, des informations scientifiques, autant sur le cerveau que sur les cerveaux, euh, amènent toute une autre réflexion. Tu sais. mhm. Et, euh, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on n'est peut-être pas seul. Et on est peut-être tous ensemble. Tu sais. Et c'est la construction de l'ego qui est nécessaire, mais qui constitue le plus grand handicap. Hein. C'est ça. J'ai donné une conférence, je pense, il y a 2 ans, sur l'intelligence. Ben, tu sais, on parle d'intelligence collective, OK? Mhm. Et ça me paraissait intéressant d'aborder la question de l'intelligence intuitive Mhm. et de l'intuition collective. Donc, le phénomène de l'intuition, on a tous vécu des expériences d'intuition à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Mais on comprend, bon, on l'associe au hasard, fondamentalement. Et c'est là qu'on a peine à distinguer ce qui constitue des synchronicités, comme Jung les définissait, avec le hasard.
Et puis, c'est la physique quantique qui nous indique que finalement, il n'y a pas de hasard. Mhm. Il n'y a que des rendez-vous, dit-on. Bon. C'est ça, oui. Mhm. OK. Et du coup, c'est quoi la distinction pour toi entre ben, l'intuition, donc tu disais collective et individuelle? Parce que Lorsqu'on comprend, lorsqu'on ouais. comprend comment fonctionne, d'abord, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Comment fonctionne l'intuition? Et lorsqu'on comprend comment fonctionne l'intuition et qu'on partage cette information-là, cette connaissance avec un collectif, avec un groupe, il nous est possible d'utiliser à toute fin pratique la loi d'attraction pour amener une réponse qu'on cherche, mais pour laquelle on piétine. Mhm. Donc, si vous voulez, on va se synchroniser et se syntoniser ensemble pour puiser cette information-là. Elle va émerger. Mhm. Oui, oui. Donc, Mais la pensée crée. c'est ça, c'est un peu comme quand on pose des questions et qu'on lâche. Enfin, on pose la question, mais que quelque part, on n'attend pas la réponse tout de suite. On voit un peu ce qui Exact. émerge et il y a des Ouais. choses qui émergent. Tout à fait, Donc, tout à fait. Et on en a tous fait l'expérience sans s'en être conscient, par exemple, de retrouver quelque chose qu'on a égaré à partir du moment où on cesse de le chercher. Ah oui, complètement, ouais. Oh, Ça, on a fait c'est quelques intéressant fois. ça. C'est intéressant ça. Tu sais? Ça veut dire que lorsque la volonté interfère, c'est la volonté du mental, c'est la volonté de l'ego. Mhm. Elle est limitée et limitante. Alors qu'autrement, lorsque on n'est pas nécessairement dans le laisser-faire, mais dans le non-agir, hein, on ne force pas les choses, mais on a une intention Mhm. et c'est elle qui va endiguer la réalité. Ça. Poser l'intention et après voir ce qui se passe, quoi. Comme tu dis, Hein? ouais. C'est pas poser d'action, c'est de voir ce qui vient. Exactement. Or, cette philosophie-là est très ancienne. Hein? C'est essentiellement la philosophie du taoïsme, Mhm. hein, qui remonte quand même quelques Ouais, milliers d'années c'est ça. avant notre ère, hein, dit-on. C'est ça. Hein? Bon. Donc, on a, au fil du temps, à la faveur peut-être d'un modernisme, de la technologie, on a perdu contact Mhm. avec l'essentiel. Mhm. C'est pourquoi il y a une telle consommation d'anxiolytiques et de médicaments. C'est ça. Il y a un mal-être. Du coup, je vais revenir aussi à ce que tu partageais au tout début par rapport aux couleurs. Ça m'interpelle aussi parce il y a tu sais, je l'associe aussi, parce que tu parlais de l'importance des couleurs. On parlait de la spirale dynamique, mais aussi des chakras. Et ça me fait penser aussi à, tu vois, C'est l'aura je sais aussi. pas, en marketing ou en je sais pas quoi, où on parle aussi de la, tu vois, des associations collectives qu'on fait par rapport aux couleurs. Donc, le rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est je sais pas quoi. On est un peu inculqué avec tu vois, des couleurs comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux m'en dire justement par rapport, tu vois, tu parlais du mauve, qui pour toi était plus en association du coup avec les chakras, si j'entends bien, si j'ai bien retenu. C'est que, autrement, le choix des couleurs était un choix graphique, Mm. hein, Oui, de chromatographie. c'est Hein? ça. Oui. Bon. Alors, dans lequel on peut interchanger le rouge, le bleu, hein, pour voir si ça fait plus beau. OK? Mm. Mais autrement, les couleurs ont un sens. Ils ont une Ils ont un vibration. ordre. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Tout à Ouais. fait. Euh, bon, bien sûr, ils correspondent aux chakras, mais également aux couches de l'aura. Mm. OK. Or, les couches de l'aura ne se présentent pas graphiquement. Hein? C'est pas toi, ta première couche, elle est bleue, la mienne est jaune. Non, 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 Ouais. non. On a tous le même ordre. Hein? Parce qu'il y a une progression. Mm. Hein? Et je ne crois pas que c'est de l'ésotérisme. Mm. Hein? Je pense que c'est tout simplement une pensée antique, ancestrale, qu'on n'a jamais complètement perdue, mais
qu'on retrouve d'une certaine façon. C'est une sorte de sagesse un peu oubliée, un peu comme les légumes oubliés qu'on ramène un peu, dans notre assiette, on va dire Ouais, ça comme ça. ouais. OK. J'aime bien. Et mais du coup, tu nous as déjà un peu parlé de, bah, justement de tes premières années et de ces voyages qui ont formé ta jeunesse et qui t'ont donné la chance ou l'opportunité de pouvoir, voilà, confronter ta culture et de pouvoir, avec celle d'autres, voilà, de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Moins d'Afrique. Moins Moi, d'Afrique. tu as parlé du Maroc, donc du coup, je Ouais, une petite touche, allez, une petite touche, oui. une petite touche quand même. Mais du coup, est-ce que tu peux justement me raconter, un peu ton histoire? Bah, tu m'en racontes ce que tu veux, tu la démarres, tu as déjà un petit peu commencé, mais qu'est-ce que tu veux nous en dire, encore, aujourd'hui? Écoute, je te dis, raconter mon histoire, c'est anecdotique. Mmh. OK? Alors que je vais plutôt te parler de ce qui me passionne. OK? Yes. OK, ça me Euh, va. j'ai fait référence aux neurosciences et je t'ai parlé des cerveaux. Hein, puisque et c'est intéressant les neurosciences parce que c'est relativement récent. Tu sais. Mmh. C'est quelque chose qui remonte, je dirais, par rapport à l'intérêt qu'on peut en avoir, à peut-être une décennie. Tu sais. Bon, bien sûr, des recherches avaient commencé auparavant, mais on ne parle pas de psychiatrie ou de psychanalyse. Là, tu sais, on n'est Non, pas oui. là-dedans. Là. Bon. Mmh. Ah, donc, lorsqu'on parle des cerveaux, on sait qu'il y a le cerveau de la tête, bien entendu, puis on a découvert le cerveau de l'intestin. Hein. Bon. Et puis, plus récemment, le cerveau du cœur. Mmh. Hein. Et puis, en termes de proportion, pour mettre les choses en perspective, euh, le cerveau de la tête comporte, on dit approximativement 100 milliards de neurones. C'est énorme. Le cerveau de l'intestin en a quant à lui 200 millions. Donc, on passe de l'échelle des milliards à l'échelle des millions. Quant au cerveau du cœur, il posséderait à peu près 40 000 neurones. Encore là, on vient de changer d'échelle. Toutefois, le cerveau du cœur génère un champ électromagnétique Mmh. qui est 100 fois supérieur à celui du cerveau. Ça veut donc dire qu'on communique, lorsqu'on dit qu'on a des atomes crochus avec quelqu'un, hein, lorsqu'on est en proximité, hein, il y a un champ électromagnétique qui est détectable et qui fait qu'on est capable d'échanger, Mmh. mais vraiment dans une autre dimension également. Mmh. Il y a des expériences qui sont faites, qui sont vraiment fascinantes, où on place quelqu'un avec un électroencéphalogramme, donc il est connecté au cerveau, au cœur, et devant un ordinateur avec sa souris, où du clic de la souris, il va changer les images Mmh. Mmh. dans en double aveugle, et ce sont des images complètement aléatoires. Il y a deux types d'images. Des images à connotation négative, comme un champignon atomique, et des images positives, comme des photos de printemps, un mariage. Or, on constate que 5 secondes avant l'apparition de l'image, il y a, si l'image est pour être négative, il y a une baisse du niveau d'émission électromagnétique du cœur. Mmh. Ça veut donc dire que le cœur n'est pas sur le même espace-temps, Mmh. puisqu'il perçoit les événements avant même qu'ils ne se produisent. Ça, c'est intéressant. Mmh. Et avec le non-agir, hein, euh, on a là toute toute une soupe à toute fin pratique qui mène à réfléchir. Mmh. Hein. Et lorsqu'on combine ça avec la physique quantique, là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Hein? Hein. Notamment avec l'intrication des particules. Hein. On sait que les particules sont entrelacées, enchevêtrées, et que lorsqu'on modifie, par exemple, le spin de l'une, l'autre Mmh. change automatiquement. Et il n'y a pas de communication entre les deux.
Donc, ça ne se fait pas à la vitesse de la lumière. Ça se fait instantané. Mhm. Donc, la seule explication, c'est qu'il ne s'agit pas de deux systèmes, mais Mhm. d'un seul système. Qui sont, bah, du coup, c'est même pas connecté, ils sont là, ils font partie du même système, donc c'est pour ça qu'ils réagissent Exactement. immédiatement. Exactement. Mhm. Or, si tu veux, nous-mêmes, on est de cette création-là. Mhm. Hein. Et donc, c'est là que l'ego nous isole, Il nous donne l'impression qu'on est des qu'on est êtres séparés. différents et ouais, Exactement. des formes, on va dire, différentes du coup. Oui. Mm. Alors qu'il n'y a qu'une seule réalité. Mm. Mm. Tu sais, c'est pas rien. Hein? Je veux dire, depuis peut-être 5000 ans, pardon, on a perdu contact avec la réalité réelle. On Pourquoi vit tu dis dans un depuis monde. 5000 ans, du coup? Ben, c'est parce que c'est je dirais les réflexions les plus anciennes, documentées, nous viennent des Védas, Mm. donc à la source de l'hindouisme, Mhm. qui eux-mêmes Mhm. traduisaient les rikis, qui étaient des poèmes ou des chants. On voyait, ouais. Excuse-moi. On voyait déjà effectivement cette notion d'illusion, c'est ça, de séparation. Oui, je vais me chercher de l'eau un moment. OK. Yes. Alors, on poursuit sur quoi, Sandra? Ben, tu en étais à justement qu'il y a 5000 ans, on avait les Védas Ouais. qui justement parlaient de cette sagesse-là, du fait que ben, c'est en lien avec la physique quantique, comme tu disais, sauf qu'à Ouais, l'époque, j'imagine qu'ils n'avaient pas les outils pour ça, mais ils avaient déjà quand même compris. Enfin, moi, tout c'est ce à genre de fait. choses-là qui me fascinent, c'est que comment est-ce que Exactement. cette Comment ils ont sagesse-là, fait? voilà, Comment comment ils ont cette fait? sagesse-là était déjà à l'époque comme évidente. Et nous, on Ouais, vient, on la redécouvre, entre guillemets. scientifiquement, dit-on. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Avec des J'avais lu faits. un livre d'Alexandra David-Néel, une Française qui est allée vivre au Au Tibet Tibet, oui. et qui est devenue lama, hein, incidemment. Mhm. Et dans un petit opuscule qui s'intitule euh, la, pensée, la pensée secrète de la philosophie tibétaine, elle faisait, ça a été publié, je pense, dans les années 40, elle faisait des affirmations et des descriptions de physique quantique avant même que la communauté scientifique ait conclu à son existence. Et donc, je me Mhm. posais la question, comment pouvaient-ils savoir? C'est Or, ils ça. ne pouvaient savoir que par intuition. Mhm. Finalement, l'information est là, quelque Oui, part. Enfin, oui, oui, oui. Mais elle c'est- n'est pas dans un livre. non, non, ouais, c'est ça. Mhm. Elle n'a pas été transmutée. Hein? Ça me fait un peu aussi penser, tu sais, à cette sagesse aussi qu'ont dans des villages reculés, les hommes de la terre, j'ai envie de dire, les personnes qui sont en contact vraiment proche de la nature et qui sont capables de mettre le nez dehors et te dire ah bah aujourd'hui il va pleuvoir à telle heure et enfin mieux que que l'IRM Mhm. donc et qui peuvent te prédire ce genre de choses là et que au jour d'aujourd'hui bah on a un peu perdu ces savoirs-là ou cette maîtrise-là, enfin ces connaissances-là. Et ça me rappelle un peu à ça, à bah, c'est des choses qui reviennent parce que finalement c'est toujours là, ça ne disparaît pas, c'est pas un Absolument. effet de mode ou je sais pas quoi. Mm. Et on a donc remplacé cette connaissance du climat, cette intuition du climat par des technologies. Tu sais. Donc, on te présente des photos radars, tu C'est comprends? ça. Puis on prédit le Le climat chaud, le en fond. froid, les courants. Exactement, Mhm. exactement. Tu sais. Euh, mais il y a d'autres niveaux de réalité. Mhm. Lorsqu'on pense, par exemple, à des tsunamis,
Ouais. où les éléphants vont fuir Bien les zones avant, côtières c'est ça, quelques heures avant. Comment peuvent-ils savoir? Et c'est ça. pourtant, ils savent. Mmh. Ça, ils Hein. savent et c'est pas via des outils. Non, non, non. Ils ont C'est pas pas ça. les images radars. Non, absolument pas, absolument pas. Tu sais? Oui, c'est ça. Euh, et puis, on sait que c'est pas, ça ne peut pas être un champ électromagnétique non plus. Mmh. Hein. Donc, il faut qu'ils captent. C'est un scientifique britannique, Rupert Sheldrake, qui a écrit sur les champs morphogénétiques, Mmh. sur la causalité formative. Et il a démontré que par-delà l'inné et l'acquis, il y a une troisième dimension. Mmh. Hein. Euh, et bon, il relate l'approche qui a été faite, notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu l'histoire du centième singe. On m'en a parlé, il y a pas si Bon, longtemps, effectivement. ben, Je la connaissais pas, mais ouais, effectivement. ben, c'est la causalité formative. Mmh. Tu sais. Donc, et le même phénomène va se passer avec l'espèce humaine. Mmh. Tu sais. Il va y avoir, à un moment donné, un pourcentage qui est quand même relativement faible d'individus qui vont partager une nouvelle vision et celle-ci va se généraliser C'est ça. Mmh. en très, très peu de temps. Tu sais. Mmh. Donc, c'est ce qui peut nous permettre d'avoir encore confiance dans l'humanité. Tu sais. Alors qu'autrement, le poids des institutions et de la finance fait en sorte qu'on voit mal comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Mais Mmh. on peut. Hein. Faire confiance à cette, c'est quoi? Confiance à J'ai envie de dire cette intelligence, mais c'est je sais pas si c'est vraiment une intelligence, mais cette intelligence, suprême, cosmique. ouais, c'est ça, j'allais dire plus grande que nous, effectivement, qui, parce que le s Elle n'est pas, bien sûr, elle est plus grande que notre intelligence individuelle, mmh. produit de l'hémisphère gauche du cerveau. Hein? Bon. Ah, mais autrement, cette intelligence cosmique, c'est nous aussi. C'est ça. Mmh. Comprends? Donc, cependant, pour y accéder, la volonté ne peut pas interférer. On l'a vu tout à l'heure avec le non-agir. C'est ça et OK? avec les clés qu'on trouve pas. Exactement, exactement. Or, notre éducation ne nous a absolument pas préparés à ça. C'est ça. Parce qu'on est dans la logique cartésienne. Et ce qui caractérise cette logique-là, c'est une logique qui nous imprègne. Hein? C'est ce qui nous fait réagir en disant ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Mmh. C'est fondamentalement le principe du tiers exclu. Si A est égal à B et que B est différent de C, donc A est différent de C. Et ça vient en opposition avec le yin et le yang, où à la fois les contraires procèdent de la même unicité. Mmh. Donc, tu comprends quand je dis, tu sais, c'est cartésien, mais c'est aussi Aristote, c'est la pensée gréco-romaine. Hein? C'est elle qui fonde notre civilisation. Mmh. Et donc, les principes logiques, tu sais, les principes logiques, c'est très fort. Hein? Mmh. C'est ce qui fait regarder les choses et conclure que ça n'a pas de sens, tu sais, alors que tu es incapable d'en voir la globalité. Oui, c'est ça. Parce que justement, tu n'as pas le paradigme qui permet d'appréhender la réalité. Ouais. Mais c'est souvent cette notion aussi qu'on dit qu'on bah, qu'on a des filtres et enfin, par exemple, en PNL, on va parler de carte du monde et des filtres par lesquels la réalité passe et qui vont du coup, ben, si j'ai une croyance que le monde est hostile, ben, je ne vais voir le monde que sous le prisme de l'hostilité, Tout etc. à fait, tout à fait, Donc là, tout quand à tu fait. parles j'ai un peu aussi cette impression que finalement, ouais, c'est une vision finalement, c'est un peu comme si on avait des œillères et qu'on n'est pas encore capable de vraiment voir la globalité
de On a des ce qui œillères. est. Mmh. On a, l'éducation nous a Mmh. nous a créé des œillères. Mmh. C'est pourquoi ça prend une déprogrammation avant de pouvoir se reprogrammer. C'est C'est ça. the crack in the cosmic egg. Hein. Ça prend, ça prend une brisure. C'est Et on ça. l'illustre bien dans l'évolution de l'ego. Hein. Naissance, construction. Et puis, il va y avoir une brisure à un moment donné dans la coquille de l'ego. Cette brisure-là va faire en sorte que la coquille va lentement mais progressivement Mmh. éclater au profit d'une fusion. Mmh. Ça, ça m'épate de constater comment est-ce que notre compréhension de la réalité est tout à fait illusoire et qu'on y croit mordicus. Mmh. Tu sais, parmi les expériences de physique quantique, notamment sur la dualité onde-particule, hein, on sait que le monde est une réalité énergétique et non pas une réalité matérielle. C'est un peu comme une hélice qui tourne, elle nous donne l'impression qu'il s'agit d'une soucoupe, alors qu'il s'agit d'une hélice, parce qu'elle tourne très vite. Donc, dans la mesure où les particules évoluent très rapidement, elles donnent l'impression d'une dureté, d'une surface. Mmh. Mais, mais, mais il n'y a pas de matière au sens propre du terme. Et là, on s'aperçoit que dans cette dualité onde-particule, dès qu'il y a un observateur conscient, il y a destruction du paquet d'ondes et passage de l'état ondulatoire à l'état particule. Ça veut donc dire que c'est la conscience qui crée la réalité. On crée la réalité. Il y a de très bons dessins animés qui illustrent ça sur YouTube. Et ça me fait penser à une BD que j'avais lue, aussi d'Armella. Je ne sais pas si tu Je connais ne connais cette, pas. elle fait des bandes dessinées et elle explique ce principe qu'en fait, quand on regarde devant nous, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière et que enfin, à part s'il y a un miroir ou quoi, mais qu'en fait, rien n'existe qu'à partir du moment où on pose le regard dessus et que, par exemple, dans une boîte, elle utilisait cette image-là, en fait, il peut y avoir un chat vivant comme il peut y avoir un chat mort, entre guillemets, et que c'est qu'au moment où on va ouvrir la boîte qu'on va voir qui a gagné, entre guillemets, mais qu'il y a Ouais. 50% de chances qu'une chose ou que ce soit une autre, en fait. Ouais. On l'appelle le chat de Schrödinger. Hein? C'est Voilà, c'était ça. une C'était ça. expérience de pensée. Hein? Uh-huh. On a beaucoup de difficultés à le concevoir, hein? Parce qu'on a l'impression que le chat, il est à moitié mort ou à Mhm. moitié vivant. C'est Mais il ça. n'est pas ni à moitié mort, ni à moitié vivant. Il est à la fois complètement vivant et Et complètement complètement mort. mort. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu Hein? cette notion de et de ou, quoi. C'est c'est ou l'un ou l'autre, et non, là, en l'occurrence, en fait, c'est tout est tout. Tout est un, et donc, du coup, ben, c'est à Clac. la fois mort et vivant, quoi. Tout à fait. Et Mmh. donc, on Ouais. remplace le ou par le et. Mmh mh. Hein? C'est la Mmh. logique inclusive. Et tu Mmh. sais que ça vaut en intelligence collective. Ouais, ouais, oui, complètement. Comprends-tu? Parce que lorsque les problèmes se présentent et les alternatives de solutions en termes de hein, ou bien on fait ça, ou bien on fait ça. Mais on ne peut pas imaginer qu'on pourrait faire quelque chose d'autre qui impacterait à la fois l'un et l'autre. C'est ça, ouais, ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs dans ces principes d'intelligence collective où souvent on dit, «oui et». Il Oui. y a pas de «oui mais». «Oui, mais ça va pas marcher parce que nana». Non, c'est d'office, c'est «oui et» ou «non et». Enfin, il y a une forme de bonification ou de recherche Mmh. en tout cas d'ajouter quelque chose à la problématique initiale ou à la solution proposée, comme tu dis, donc qui ouvre un peu Mmh. plus, justement le champ des possibles. Oui. Donc, Et vois-tu, j'ai l'impression que, notamment par rapport à la physique quantique, que, je dirais de façon générale, l'humanité n'a pas pris le virage quantique
et ne réalisent pas les implications de la physique quantique. Mmh. Tu Ça reste encore un domaine très, Ouais, nébuleux, tu c'est sais. ça, ouais. Puis on dit pour les experts, tu sais, Méconnu, ouais, méconnu. méconnu. OK? Alors que, bon, si on commence, imagine d'avoir des communications instantanées, Mmh. tu sais, et cryptées, parce que Mmh. tu ne peux pas la reproduire. C'est Tu sais. ça, ouais. Mmh. Euh, on a commencé à construire les premiers ordinateurs quantiques. Tu sais. Et au lieu d'avoir 2 bits, 0 et 1, ils en ont 4. Tu as ton 0, la 1, le 0 et 1, et le 1 et 0. Ouais. Ouais, OK? c'est intéressant, c'est vrai Ce que c'est qui, ce qui permute les possibilités. mmh. Mais également du côté de la conscience. Tu sais. On n'a pas pris la mesure du phénomène de la conscience. Tu sais. Or, euh, lorsqu'on approfondit la question, on s'aperçoit qu'on peut en faire un usage dans le quotidien, dans notre vie professionnelle. Tu sais. Et je te donne des exemples simples. Prenons Oui. le cas des actes manqués, dont Freud a beaucoup parlé, et notamment le mieux connu, c'est le lapsus. Hein. Ou quelqu'un qui échappe son verre, renverse son verre. OK? Or, on a l'impression que c'est une maladresse, Mmh mh. ou que la langue m'a fourchu. Mmh Hein. mh. Alors que dans un lapsus, tu as exprimé ce que tu penses réellement, alors que tu ne voulais pas le dire. Et il serait illusoire de penser que ton cerveau envoie un ordre aux muscles de ton bras de renverser le verre. Donc, il y a une raison. Tu sais. Mmh. On occulte cette raison-là. Tu sais. Alors qu'autrement, on en prend conscience. Mmh mh. Quelqu'un te dit, tu sais, bon, mais moi, finalement, je me range, je suis d'accord, puis il renverse son verre. Ça témoigne le fait qu'il y a une contradiction. Mais ça, c'est les actes manqués. On peut imaginer l'intuition, on peut imaginer les synchronicités, on peut imaginer le non-agir. Donc, il y a comme un certain nombre d'éléments qui nous permet euh, une expansion de conscience, une élévation de conscience, et qui va avoir un effet sur la performance, mais également sur le bien-être, Mmh mh. un sentiment de félicité. Et donc tu vois, tu parles des actes manqués, donc du coup qui sont très, pratico et qui quelque part, Psychopratique, ça. voilà, c'est très concret, on va dire ça Ouais. comme ça. Heu, mais justement pour rester, dans ce registre-là, je vais dire ça comme ça. Quand tu parles de félicité, du coup, au niveau de ta perspective des choses, ça se situe parce que tu as dit quelque chose qui m'est resté dans l'oreille, on va dire ça comme ça, que, la conscience crée la réalité Oui. et moi, j'ai un peu ce schéma de, nos pensées créent notre réalité. Est-ce que c'est la même chose ou il y a quand même Oui, une petite nuance? OK. c'est la même Croire pour chose. voir. Ouais. Ouais. Mmh mh. OK, On voit ce qu'on croit. c'est ça. Il faut d'abord croire pour le voir. Ben, c'est ce qu'on croit. Ouais. On croit ce qu'on voit, alors qu'en réalité, on voit ce qu'on croit. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Méchante illusion d'optique. Mmh mh. Donc, si tu veux, j'ai l'impression qu'au cours des années à venir, euh, à la fois la physique quantique et les neurosciences vont progresser dans la compréhension populaire et que c'est indicateur d'un grand changement Mmh. qui est requis d'ailleurs. Mmh. J'écoutais récemment ici au Québec, tu sais qu'on a des Amérindiens au Québec,
Euh, et il parlait des relations entre les Autochtones et puis les Français qui sont arrivés. On était des colons français. Oui, oui. Et puis il disait, bon, ben, tu sais, il nous parlait, il disait, on vous a accueillis. Et puis, on voulait bien volontiers partager le sol, puisque la terre ne nous appartient pas. Mhm. Alors que là, les Français puis les Anglais ont établi un régime de propriété de la terre, Oui, c'est ça. Mhm. alors que les Autochtones parlent de la terre-mère. Mhm. Donc, comprends-tu, on est sur deux paradigmes, deux registres. Alors, écoute, l'heure vient le temps avance, hein? Il est bientôt midi chez moi. Oui, Okay? Donc, si tu veux, on va clore cela. c'est... Mhm. Oui. Et ça m'intéresserait ben, justement de savoir, au vu de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, pour nos auditeurs, quel serait quelque part le message que tu aurais envie qu'ils retiennent ou ouais, ou l'action peut-être, ou la non-action que tu aurais envie de voilà, d'inspirer ou d'initier à travers notre échange aujourd'hui. C'est de réaliser que tout est dans tout Mmh. et que tu es tout. On parle beaucoup, je ne dirais pas dans des milieux ésotériques, mais dans des milieux spirituels, de se connecter à la source. Mmh. On y fait référence, OK? Euh, somme toute, comme si la source était à l'extérieur de nous. Donc, on n'a pas changé de paradigme. On a changé Mmh. le nom. Autrement, on parlait de se connecter à Dieu, hein, qui était C'est vrai. l'image du Deus ex machina. OK? Or, on n'a pas besoin de se connecter à la source. On a besoin de se connecter à soi-même, puisqu'on est aussi la source. C'est Donc, pas à on est l'extérieur, du coup, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est déjà pas en à nous, quoi. Enfin, l'extérieur. on est déjà, on est Tout la à source, fait. en fait. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et il ne peut pas en être autrement. Mmh. Tu comprends? C'est pas... Sinon, on retombe tout simplement dans la vision là, manichéenne du Dieu créateur et nous. Mmh. Et du coup, Michel, j'aurais bien envie de te demander, ben, justement, tu sais, la pensée divergente, c'est cette capacité à avoir des possibilités là où, bah, quand, par exemple, on a en tant qu'humain, dans notre condition humaine, on vit, des moments un peu moins confortables, on va dire ça comme ça, et qu'on est un peu, au fond du gouffre, je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Beh, ce serait quoi, du coup, ta stratégie de divergente pour justement, dire: «Ben, voilà, il y a ça qui arrive, mais en fait», je sais pas, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est un mantra? Est-ce que c'est justement cette, foi, j'ai envie de dire, de, ben, en fait, tout a un sens et tout est lié? Ce serait quoi ta stratégie, de divergent? La méditation, Les méditations? arrêter le hamster de rouler dans sa tête et de se faire des scénarios. Mmh. Il y a une dame, à un moment donné, qui avait un commentaire dans un documentaire, mais qui était d'une simplicité, mais d'une puissance. Elle a dit, j'ai arrêté de m'en faire avec ce que je ne sais pas ce qui va arriver. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens, beaucoup de gens, s'en font Mmh. sans savoir ce qui va leur arriver. Donc, ils se construisent des scénarios catastrophes dans le terre auxquels ils tentent de répondre. Et là, tu comprends, on est vraiment loin de la félicité, Oui, c'est sûr. hein. Je te laisse avec une citation, deux citations. Une je crois que c'est d'Aristote, qui disait, je sais que je ne sais rien. Okay? Donc, qui est un aveu, hein? Alors que Lao Tzu, à qui on prête le taoïsme, écrivait quant à lui, vaut mieux ne pas savoir que l'on sait. Vaut mieux ne pas savoir que l'on sait. Exactement. Donc, il vient nous confirmer le non-agir, Mmh. mais il vient nous confirmer également que l'on sait. Parce Mmh. que si tu es la source, tu ne peux pas faire autrement que de savoir. Mais si tu penses avec ton mental et ton ego que tu sais, tu vas te fourvoyer magistralement. C'est ça, en fait, ouais. Mmh.
Ouais, c'est Alors, intéressant comme perspective. ce sont ces qualités humaines et de cœur qui changent tout. Mhm. Ok. Bah, merci beaucoup, Michel, pour OK, ça ces m'a fait partages plaisir, et ces Sandra. inspirations. Et vraiment, bah, voilà, j'espère que les personnes, nos auditeurs, auront vraiment pris autant de plaisir que moi bah, voilà, à échanger avec toi et à t'écouter. À bâton rompu. Hein, à À bâton bâton rompu. rompu, exactement. Je te remercie sincèrement pour ton partage. Et puis, ben, tout simplement, je te dis à très bientôt. Au plaisir.